Une expédition a été si catastrophique qu'elle a détruit l'économie entière d'un pays et a forcé 2 nations à fusionner. Voici les expéditions les plus audacieuses qui laissent derrière elles une trace d'ambition, de trahison et d'erreur fatale. Nous commençons avec le numéro 10, l'expédition Terra Nova. Au début du XXe siècle, presque chaque recoin du globe avait été revendiqué, mais le pôle sud restait l'un des derniers grands trophées. L'expédition Terra Nova, dirigée par Robert Scott, l'homme qui s'était aventuré plus au sud que quiconque, partit avec 4 compagnons pour ce qu'il pensait être la plus grande aventure de sa vie. Pour être les premiers à atteindre le pôle sud, le navire quitta Littleton, en Nouvelle-Zélande, chargé de traîneaux motorisés, de poneys, de chiens et de matériel photographique pour immortaliser leur triomphe. Le 4 janvier 1911, ils campèrent à seulement 24 km au nord de Hut Point, en Antarctique. Le premier avertissement arriva vite. Un traîneau fut perdu sur la banquise en 4 jours. Les hommes restèrent cependant sur place presque toute l'année, prenant l'incident avec philosophie. Une décision qui aurait dû susciter des inquiétudes. Les vêtements gelaient, les provisions diminuaient. Et pourtant, le 24 octobre, ils se sont finalement mis en route vers le pôle sud sans meilleur plan, ni vêtements plus chauds. Début novembre, les 2 traîneaux furent abandonnés. Au 9 décembre, les poneys étaient morts, abattus par pitié. Contre toute attente, Scott atteignit le pôle sud le 17 janvier 1912 pour découvrir que quelqu'un l'avait devancé. Mais les choses allaient empirer. Pour d'autres voyages aux confins de la carte, abonnez-vous à la chaîne. Je tente toujours de survivre à la frontière la plus dangereuse, l'algorithme de YouTube. Le voyage du retour fut un cauchemar. L'épuisement, le scorbut et les engelures emportèrent des hommes. Un à un, l'un d'eux tomba dans une crevasse et mourut. 13 jours plus tard. Un autre, paralysé par les engelures, a bravé la tempête de neige pour sauver les autres. Le 21 mars, Scott et les 2 derniers survivants furent piégés par une autre tempête, laissant des lettres d'adieu tandis que le monde attendait en vain. Leurs corps ne furent retrouvés qu'en novembre. Pendant ce temps, Roald Amundsen, l'homme qui les avait devancés au pôle et était revenu sain et sauf, avait voyagé léger, vêtu de fourrure et comptant sur des chiens. Il a traité l'expédition comme une mission, pas comme une aventure, mais au moins, l'équipe du Terra Nova savait qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Quand les alliés échouent, le prix à payer peut être mortel. Numéro 9, l'expédition du Coppermine. Le passage du Nord-Ouest était un chant de sirène pour les explorateurs depuis 400 ans, jusqu'à Amundsen. Personne ne l'avait jamais réussi, alors les rumeurs allaient bon train. Les mers arctiques n'offraient pas seulement un moyen plus rapide d'atteindre l'Asie, elles pouvaient aussi cacher des civilisations perdues. L'Atlantide, l'Eldorado, voire même une porte d'entrée vers une terre creuse. Nous sommes en 1819, et personne ne savait. Entre en scène John Franklin. Le gouvernement britannique a envoyé 22 hommes cartographier les îles arctiques du Canada et chercher une route maritime libre de glace. C'était ambitieux, bien financé, mais mal préparé, sans un budget à la hauteur. Les autochtones locaux et 2 compagnies de traite de fourrure étaient censés aider, mais la rivalité et les problèmes de communication ont rendu l'aide insuffisante. En août, ils se sont lancés sur plus de 2700 km jusqu'au Grand Lac des Esclaves. L'hiver 1820-1821, passé avec les autochtones couteaux jaunes, fut brutal. Lorsque juin arriva, l'équipe continua le long de la fleuve Coppermine, atteignant la mer pour la première fois en 2 ans. Mais les guides couteaux jaunes les ont quittés, les abandonnant au moment du triomphe. Les étés canadiens sont courts. L'expédition partit en canoë et ne parvint à explorer que 800 km de côte avant que la mer ne devienne trop agitée pour ramer en sens inverse. Cela signifiait traverser les terres arides jusqu'au lac. Les provisions s'épuisaient. Le froid les glaçait jusqu'aux os. Les hommes affamés survivaient en mangeant tout ce qu'ils trouvaient, souvent des carcasses en décomposition et de la soupe d'os. Franklin et son groupe d'éclaireurs sont revenus à leur abri le 12 octobre pour le trouver désert. Les couteaux jaunes l'avaient quitté depuis un moment, sans laisser de nourriture. Les ordres n'étaient apparemment pas assez clairs. Les traînards semblèrent s'en sortir un peu mieux. L'un des membres a présenté de la viande de loup. C'était une trouvaille miraculeuse, sauf que ce n'était pas du tout de la viande de loup. Mais cela a donné assez de force à 2 personnes pour revenir. À peine. Le groupe a survécu grâce aux lichens, aux champignons et à leurs propres bottes, jusqu'à ce que les couteaux jaunes reviennent enfin avec des provisions le 7 novembre. Seuls 8 des 19 ont survécu à l'épreuve, et ils ne rapportèrent aucune nouvelle du passage du Nord-Ouest. L'histoire de Franklin ne s'arrête pas là, nous en reparlerons plus tard. Cette histoire suivante prouve que l'expérience ne signifie pas grand-chose face à la nature. Numéro 8.
Percy Fawcett et la cité perdue de Z. Il avait suivi des cartes au trésor obscur à travers le Sri Lanka, survécu au désert du Maroc et ouvert des chemins dans la jungle amazonienne inexplorée, affrontant serpents, piranhas et chasseurs d'esclaves. Pour régler un différend frontalier entre la Bolivie et le Brésil, les experts disaient qu'il faudrait 2 ans. Fawcett l'a fait en quelques mois. L'Amazonie a failli le tuer en 1908, et il semblait à peine s'en soucier. On pouvait dire sans risque que Percy Fawcett n'était pas un amateur imprudent. Il était l'un des explorateurs les plus expérimentés de son époque, membre de la Société de géographie. Mais il avait une obsession. Il croyait en une cité perdue, pas en Eldorado. Non, celle-ci était réelle, construite par des civilisations considérées comme primitives, cachées au cœur de l'Amazonie. En 1914, il en était convaincu. Elle se trouvait le long de la rivière Xingu. Alors qu'il était au Mato Grosso, au Brésil, la guerre a éclaté. Fawcett a servi sur le front occidental avec distinction, même à 50 ans. Quand elle a pris fin, il est revenu à son obsession. La première tentative a échoué, la seconde n'échouerait pas. En 1924, Fawcett est parti avec son fils Jack, Raleigh, l'ami de Jack et 2 guides locaux. Aucun équipement superflu, seulement l'essentiel. Ils ont bien progressé, n'aie aucune crainte de l'échec, écrivait-il à sa femme. Il a continué à écrire jusqu'au 29 mai. 3 jours plus tard, Percy Fawcett a été vu vivant pour la dernière fois au camp Dead Horse. Après cela, plus rien, pas de corps, pas de lettres, aucune trace. Certains pensent qu'ils ont été tués par des bandits, d'autres disent qu'ils se sont installés en Amazonie. La réponse la plus probable est qu'ils ont rencontré des tribus hostiles. Le mystère ne s'est pas arrêté avec eux. Bien que de nombreuses équipes de recherche aient suivi, au moins un homme est mort. En essayant de résoudre ce qui est arrivé à Percy Fawcett, le rêve de la Cité Z a continué de faire des victimes longtemps après la disparition de Fawcett. Quand on pense à des expéditions qui tournent au désastre et à un véritable enfer, l'expédition suivante vient aussi à l'esprit. Numéro 7. Le groupe Donné. La neige est tombée, puis ils ont mangé leurs proches morts, blottis dans des cabanes gelées. Une mère a découpé de la viande sur un homme avec qui elle avait partagé une chariot pendant 6 mois. Les enfants rongèrent des os. La faim leur avait enlevé toute humanité, ne laissant qu'un choix impensable, manger ou mourir. Mais cette catastrophe avait été déclenchée des mois plus tôt. En 1846, le groupe Donné a quitté le Missouri, en route pour la Californie. 87 personnes, 80 chariots. Plein d'espoir, ils s'étaient vus promettre un raccourci au sud du Grand Lac Salé. Les voyageurs expérimentés qui étaient allés partis tôt dans la saison avaient refusé de prendre ce risque. L'un d'eux, le journaliste Edwin Bryant, a exploré une partie de l'itinéraire et savait que c'était une catastrophe annoncée. Mais ces avertissements n'ont jamais atteint leur destinataire. Le groupe Donné est arrivé tard dans la saison. L'hiver approchait, le raccourci semblait être le salut, ce ne l'était pas. Traverser le désert avec des chariots lourds a transformé le raccourci en un retard. Des semaines ont été perdues. En octobre, ils ont atteint le lac Truckee dans la Californie actuelle avec un dernier effort. Ils pensaient traverser vite les montagnes, mais la neige a bloqué les cols soudainement, stoppant les déplacements et épuisant les provisions. À la mi-décembre, les animaux de bas avaient disparu, tout comme le premier membre du groupe. Un groupe d'éclaireurs a été envoyé pour chercher de l'aide. Ils ont trouvé de l'aide, mais pas avant d'avoir dû manger les morts sur le chemin. Les secours sont arrivés le 19 février. Ils ont été accueillis par des silhouettes émergeant de la neige. Le camp principal avait déjà eu recours au cannibalisme. 12 étaient de bord, d'autres allaient à suivre. Les conditions étaient trop dangereuses pour une évacuation totale. Les survivants ont dû partir par vagues, et l'acheminement de nourriture mettait aussi des vies en danger. Lorsque le printemps est arrivé, seuls 48 des 89 membres d'origine restaient. Le froid avait eu raison du groupe Donné. Mais un autre type d'extrême attendait les hommes assez audacieux pour le traverser. Numéro 6. L'expédition Burke et Wills. L'Outback est vaste et impitoyable, une terre que personne n'a pu dompter. Le gouvernement australien a offert une récompense, 2000 livres à quiconque oserait le traverser. Mais ce n'était pas un défi ordinaire, c'était un pari avec la mort elle-même. En 1860, un homme nommé Robert O'Hara Burke s'est présenté. Il n'avait aucune expérience en exploration, mais beaucoup de confiance. L'équipe était bien équipée. Ils ont quitté Melbourne sous les acclamations de 15 000 personnes. Une charrette s'est cassée tout de suite. 2 autres sont tombés en panne avant de quitter la ville. Les progrès étaient lents, et une expédition rivale venant d'Australie méridionale se dirigeait vers le même objectif. Alors Burke prit une décision fatidique.
établir un dépôt à Cooper Creek, diviser le groupe et avancer rapidement. Des fusils, des munitions et du jus de citron vert furent délaissés derrière, mais ils emportèrent tout de même le gong. Ils s'enfoncèrent dans l'outback en plein été australien. Et, comme c'est souvent le cas lors des explorations, la survie dépendit des peuples autochtones locaux, qui leur fournirent nourriture et eau. Burke et son groupe réduit atteignirent un point à moins de 5 km du golfe de Carpentarie. Ce n'est pas la chaleur qui les a brisés, mais les pluies de mousson d'avril. Les animaux furent les premiers à tomber, s'effondrant d'épuisement ou abattus pour se nourrir. Le 10 avril, ils abattirent leur dernier cheval. Ce qui suivit fut un jeu mortel de rendez-vous manqués. L'équipe d'avant-garde et les équipes du dépôt passèrent à quelques kilomètres les uns des autres, sans jamais se rencontrer, sans jamais se réapprovisionner. La maladie et l'épuisement achevèrent le travail en juin. Il ne restait plus qu'un seul homme, John King. Il n'a survécu que grâce au sauvetage des Yondrawanda, mais il ne s'est jamais complètement remis et est mort 11 ans plus tard, à seulement 33 ans. Si la chaleur australienne avait brisé des hommes, l'Arctique les détruirait. Numéro 5. Expédition perdue, en 1822. La Grande-Bretagne n'avait pas fini de chercher le passage du Nord-Ouest. En 1845, John Franklin était de retour, plus âgé, confiant, et cette fois envoyé par la mer. Londres ne ménagea aucune dépense. On lui confia 2 navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, blindés de fer, équipés de toutes les provisions dont on pourrait avoir besoin. Il y avait des poêles pour faire fondre la glace et produire de l'eau douce, des radiateurs ultramodernes pour garder l'équipage au chaud, des moteurs à vapeur pour fournir de l'énergie auxiliaire, ainsi que 8000 boîtes de conserve assez, pensait Franklin, pour tenir 5 ans. Il a signé le contrat d'approvisionnement alimentaire seulement 1 mois avant le départ. L'expédition est partie de Greenhithe, dans le Kent, le 9 mai 1845, avec 134 personnes à bord. Un navire de ravitaillement les a accompagnés, ramenant 5 hommes malades en juillet. C'étaient les chanceux. Le 29 juillet fut la dernière fois que quelqu'un vit l'Erebus ou le Terror. Ce qui s'est passé ensuite a dû être reconstitué. Les navires ont sans doute passé l'hiver près de l'île du roi Guillaume, piégés par la glace qui ne les a jamais libérés. Des années plus tard, des squelettes ont commencé à émerger du pergélisol. Au début des années 80, des tests médico-légaux ont révélé la vérité. Malgré toutes ces provisions, l'équipage mourait de faim. Ils étaient ravagés par le scorbut. Les archéologues ont retrouvé les boîtes de conserve et ont découvert qu'elles étaient mal scellées. La nourriture avait pourri. Franklin ne les avait jamais inspectées. Il a cependant trouvé le temps d'emporter de la porcelaine fine et une bibliothèque de plus de 1000 livres. En avril 1848, les navires ont été abandonnés. Franklin était déjà mort, probablement depuis juin de l'année précédente. Les survivants ont marché vers le sud à travers la glace, s'affaiblissant de jour en jour. Nous n'avons pas à spéculer sur ce qui s'est passé ensuite. En 1992, d'autres ossements ont refait surface, cette fois avec des marques de coupure. C'était une preuve évidente de cannibalisme. 2 autres pièces majeures du puzzle se sont ajoutées. En 2014, le HMS Erebus a été retrouvé en 2014 près du golfe de la Reine Maude. Le Terror a été découvert 2 ans plus tard, juste au sud de l'île du roi Guillaume. Les épaves montrèrent des équipages isolés, piégés, se regardant mourir sans aucun espoir de secours. À la fin de 1848, le dernier homme était mort. Franklin n'a pas été le premier à apprendre que certains raccourcis ne valent pas le risque. Cette histoire suivante prouve que la survie ne dépend pas du courage ou de la technologie, mais de savoir quand il ne faut pas lutter contre la nature. Numéro 4. L'échec de Magellan. Une seule expédition dans cette liste a réussi. Et même là, cela a eu un coût énorme. L'objectif de Ferdinand Magellan était simple. Trouver une route occidentale vers les îles aux épices, plus courte que celle passant par le cap de Bonne-Espérance. Il avait 5 navires et 265 hommes, mais des problèmes sont apparus immédiatement. Seuls 18 survivraient. Les navires étaient vieux, la paix était mauvaise, et les marins expérimentés restaient à l'écart. Magellan a recruté à travers toute l'Europe, le Levant et même l'Afrique. Beaucoup de membres d'équipage ne parlaient pas la même langue, et le commandement revenait à des nobles espagnols non qualifiés qui espérèrent s'enrichir. Ils ont quitté Séville le 20 septembre 1519, atteignant le Brésil en 2 mois. Ensuite, le vrai problème s'est posé. Trouver un passage vers le Pacifique. Magellan a passé l'hiver dans le sud de la Patagonie de mars à août 1520. Apparemment,
Ils ignoraient que c'était l'été. La faim et les retards ont brisé le moral. Une mutinerie a éclaté, un navire a déserté et un autre s'est écrasé sur un récif, emportant des provisions vitales avec 3 navires restants. Magellan a traversé le détroit qui porterait son nom. Les mers calmes ont pris fin lorsqu'ils ont atteint le Pacifique. Les provisions se sont épuisées, les hommes ont mangé du biscuit infesté de vers, des rats, du cuir et de la sciure. L'eau était jaune et recyclée, le scorbut a ravagé l'équipage. Ils n'ont jeté l'ancre que le 6 mars 1521, dans ce qui est aujourd'hui Guam. Après s'être réapprovisionnés, ils ont atteint les Philippines. Magellan n'en est pas reparti vivant. 40 hommes sont morts avec lui. Un autre équipage entier disparu. Il restait 2 navires. L'un fit demi-tour, l'autre continua sa route. Sous le commandement du navigateur basque Juan Sebastián de Elcano, il atteignit les îles aux épices. Mais ensuite, ce fut le long voyage du retour. Autour du cap de Bonne-Espérance, poursuivis par des navires portugais et affamés tout au long du trajet. 3 ans après leur départ, 18 Européens et 4 Malais revinrent péniblement en Espagne. Le voyage prouva que la route du Cap restait la meilleure option. Malgré toutes leurs souffrances, au moins les marins de Magellan poursuivaient quelque chose de réel. Des centaines d'autres ont souffert, parce qu'ils croyaient en une pure fantaisie. Numéro 3. L'expédition de Narvaez. Juan Ponce de León est allé en Floride à la poursuite de rumeurs sur la fontaine de Jouvence, mais la seule chose magique dans cette expédition fut la rapidité avec laquelle elle est devenue mortelle. La véritable cible était l'or, donc, naturellement, d'autres voulaient suivre les traces du tout premier homme de Floride. 5 navires et 600 hommes partirent en 1527 sous la direction de Pánfilo de Narvaez, un vétéran des conquêtes de Cuba et du Mexique. La mission était de revendiquer la Floride, et un ouragan au large de Cuba tua 60 hommes et 20 chevaux avant même qu'ils n'atteignent la Floride. Ce n'est que le 12 avril 1528 qu'ils débarquèrent près de l'actuelle baie de Tampa. Ils se dirigèrent vers le nord, dans la nature sauvage. Le second de Narvaez suggéra qu'ils restent avec les navires, mais Narvaez leur ordonna de naviguer en avant. 300 hommes s'enfoncèrent dans les terres, et n'avaient nulle part où se replier sous la grêle de flèches des autochtones. Pas d'or, pas de fortune, juste une leçon à retenir, ne pas courir après des rumeurs. L'été passa alors qu'ils tentèrent de retrouver les navires, les chevaux furent mangés, les provisions s'épuisèrent. Narvaez ordonna la construction de 5 barges, 50 hommes chacune, pour naviguer jusqu'au Mexique, en pleine saison des ouragans. Les barges prenaient l'eau, les tempêtes les dispersèrent, et Narvaez disparut à jamais. Tout était désormais entre les mains du second, Cabeza de Vaca, un homme sans aucune expérience en exploration. Lui et les survivants restants furent emportés à travers tout le golfe et s'échouèrent sur l'île de Galveston en novembre. Et c'est là que la véritable odyssée commença. Ils voyagèrent par terre jusqu'au golfe de Californie, subissant encore des attaques des autochtones et la faim. Les groupes décimés furent réduits en esclavage et en profitèrent pour se bâtir une réputation d'hommes médecine. Après 8 années brutales, en juillet 1536, 4 survivants, dont Cabeza de Vaca, atteignirent Mexico. Numéro 2. Le projet Darien. Tout a commencé par le rêve d'un banquier devenu cauchemar national. William Patterson a aidé à fonder la Banque d'Angleterre, mais s'est lassé d'enrichir l'Angleterre. Il avait une idée plus audacieuse, une colonie écossaise, sur l'isthme de Panama. Une fois établi, il pourrait décontrôler les routes commerciales, dominer le marché et faire fortune. Ou du moins, c'était le plan que la compagnie devait financer. L'idée a été lancée en 1693, promettant un effort international. La Compagnie anglaise des Indes orientales ne voulait pas de concurrents. Alors les Écossais se sont lancés seuls, avec peu d'expérience en exploration. Quoi qu'il en soit, les investisseurs ont sauté sur l'occasion. La moitié du capital disponible de l'Écosse y a été investi, soit 1/5 de la richesse totale du pays. Après des années de préparation, 5 navires et 1200 colons enthousiastes ont débarqué le 30 octobre 1698 et le cauchemar a commencé immédiatement. Premier problème, la terre, surnommée Calédonie, était parfaite pour les moustiques, pas pour l'agriculture. Deuxièmement, les colons n'étaient pas préparés. Ils avaient peu de nourriture et aucune connaissance du maïs ou des ignames. Troisièmement, la terre était déjà revendiquée par l'Espagne. Les attaques incessantes des Espagnols et des autochtones hostiles rendaient tout commerce impossible. Et puis, il y avait le terrain. Il était impitoyable, et la technologie du XVIIe siècle ne permettait pas d'exploiter les routes commerciales. Le plan était voué à l'échec dès le début. 10 colons mouraient, chaque jour. 8 mois plus tard, il n'en restait plus que 300. Mais cela ne s'arrête pas là, c'est encore pire.
La nouvelle s'est répandue lentement. 2 autres expéditions de secours ont été lancées. Seul un navire est revenu. Des milliers de vies ont été perdues. L'économie de l'Écosse était en ruine. Les Écossais n'avaient plus le choix. Seulement 7 ans plus tard, l'Écosse et l'Angleterre se sont unis pour devenir la Grande-Bretagne. Les Espagnols, quant à eux, étaient à la poursuite de l'or. Et cette obsession a mené directement à l'expédition la plus délirante et la plus meurtrière que le monde ait jamais connue. Enfin, numéro 1. La quête de Pizarro pour l'Eldorado. En 1541, il était clair que le Nouveau Monde était très riche. Il devait sûrement exister une terre débordant d'or, cachée au cœur de l'Amérique du Sud. Ainsi, Gonzalo Pizarro, le frère cadet de Francisco, le conquistador, partit de Quito en février avec 340 soldats espagnols et 4000 alliés autochtones. Leur itinéraire suivait un parcours de 3200 km le long des rivières Coca et Napo. Mais Pizarro n'avait pas prévu une expédition aussi longue ni aussi mortelle. La jungle était impitoyable, les éléments étaient rudes, les moustiques festoyaient, les maladies se propageaient, les provisions s'amenuisaient, et des flèches pleuvaient de la part des autochtones en colère. Après 11 mois, plus de 3000 hommes étaient morts. Les survivants ont mangé leurs chevaux pour rester en vie. Et toujours pas d'Eldorado. Quelque chose ne collait pas. En désespoir de cause, Pizarro envoya son second, Francisco de Orellana, descendre une autre rivière à la recherche de nourriture avec une troupe de 50 hommes. C'était le lendemain de Noël, 1541. Un mois passa, Orellana ne revint pas. Pizarro, désormais affamé et sans chaussures, retourna en boitant à Quito avec les quelques survivants, jurant de se venger. Il était convaincu qu'Orellana avait trouvé Eldorado et l'avait gardé secret, et Orellana a effectivement réussi. Mais pas de la manière dont Pizarro l'imaginait. Les courants étaient forts, et les ont emportés, lui et ses hommes, faisant d'eux les premiers Européens à naviguer sur l'ensemble du fleuve Amazone. Des femmes autochtones ont attaqué en chemin, féroces comme les mythiques Amazones, et c'est ainsi que le fleuve a reçu son nom. Quant à Eldorado, son emplacement reste un mystère. D'innombrables expéditions allaient suivre, poursuivant un rêve qui n'a jamais existé. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Ça fait vraiment la différence. Merci encore et je vous retrouve la prochaine fois sur Mapak.